On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon et nous recevons aujourd'hui Coralie Maury qui vient nous parler de son spectacle Savoir-vivre. Bonjour, comment ça va Coralie ? Bonjour, ça va très bien, très très speed, mais ça, on est comme ça tous les jours. Hein. Et je vois que j'ai atterri au bon endroit, je suis ravie. Raccord avec le nom de la radio. Alors, nous sommes ensemble pour parler de ton spectacle Savoir-vivre qui se joue jusqu'au 21 juillet, tous les jours à 19h10 au théâtre Marelle des Teinturiers, sauf le 15 juillet, parce qu'il faut bien un peu se reposer. Sauf le 15 juillet, lundi c'est relâche, et puis je ne joue pas aujourd'hui et demain parce que je commence le 11. Donc ça, j'ai oublié de le préciser, et en fait ça compte. Parce donc que du 11 au 21 juillet. Voilà, j'aurais dû dire ça comme ça. Parce que s'ils vont avant, c'est un autre spectacle. Oui, c'est bien, c'est Hugues, c'est rigolo aussi. Hein. Alors, dis-nous tout, de quoi parle ce spectacle ? Ce spectacle, il s'appelle Savoir-vivre, mais je ne fais pas... Je vais dire de quoi il ne parle pas. Je ne fais pas je n'égrène pas des leçons de savoir-vivre pendant 1 heure. Non, disons que c'est la couche superficielle de l'épiderme, une bonne éducation, un petit côté rangé, et dessous, juste au-dessous, la folie. C'est la nana décalée, un peu bourge, ok, mais une fois qu'on a dit ça, c'est le vernis, je dirais. Et dessous, écoute, il y a un journaliste qui a écrit une foule de pics aiguisés pour... j'ai oublié... qui épingle dérisoire du quotidien. Ah, hilarante, elle a dit aussi. Bon, je vais la prendre par cœur. Mais j'ai bien aimé, c'est vrai que je m'indigne parfois contre des choses graves ou importantes. Par exemple, les packaging Monoprix, pourquoi ils nous font des blagues ? Bon, voilà, des choses comme ça. Le ski, le scandale de la maman qui veut absolument que la petite ait la médaille, au point d'écraser la petite Natalia, qui n'y arrive pas, mais bon, elle a que 5 ans. Tu vois ? Donc, voilà. Et donc, ça peut partir un petit peu en cacahuète. En gros, j'ai une petite crise existentielle sous-jacente, on va pas se mentir, la petite crise de la quarantaine qui, je parle pas de tout très explicitement, mais je pense qu'on le sent, tu vois, sous la bourge un peu folle dingue, il y a la petite crise existentielle du milieu de vie. Comment est né ce spectacle ? Il est né de sketchs qui préexistaient au début, puisque je faisais des petites durées de sketch, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, là ça commençait à faire. Et puis j'ai tissé ensuite ce spectacle, ça fait maintenant 1 an et demi, donc je l'ai joué à Paris. Et puis j'ajoute, tu vois, je m'imprègne un petit peu de ce qui se passe autour de moi, donc je l'améliore, enfin en tout cas je le fais un petit peu évoluer. Et il est né et il vit un peu chaque jour, voilà, je l'agrémente parce que je puise un peu autour de moi, c'est sûr, dans ma famille, dans les gens que je rencontre, le quotidien, et tout ça, ça donne un petit peu la folie de nos vies à tous, parce que on court partout, on est dans un tourbillon, et puis tout ce qui est parfois insignifiant prend une très très grande importance, et moi je donne une très grande importance à des toutes petites choses. D'accord. Alors Coralie, tu es du coup l'auteur et l'interprète. Absolument, madame. Les deux, mon général. La mise en scène faite par Pierre Emono. Raconte-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, quel est ton parcours ? Comment les choses se sont déroulées jusqu'à la création de ce spectacle ? Alors, je passe très très vite la petite enfance parce que à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais être comédienne. Enfin, j'en rêvais, mais en secret, parce que dans la famille, on n'avait pas d'artiste. Donc, je clac. Donc ça, on passe très très vite sur la primaire. Ensuite, j'ai été avocate. Oui, j'ai sauté une étape là, parce qu'il a fallu passer des petits examens. Donc, avocate pendant, écoute, si je compte bien, 18-19 ans. Voilà, donc on oublie ça. Rien. Ce qui n'est pas rien, ça fait un gros morceau de bout de vie, enfin grosso modo la moitié, hein. Moi j'appelle ça la moitié, d'autres me diront qu'elle est un peu tassée, mais enfin bon, écoute, on est arrivé à la quarantaine, même un petit chouïa avant, j'ai commencé à prendre des cours de one man show, pas simplement de théâtre, j'avais déjà fait du théâtre, de l'impro et tout, mais one man show, tu vois, seul sur scène, ça c'est un sacré truc parce qu'il faut occuper l'espace, il faut être ancré, comme ils disent on est ancré, c'est-à-dire bien droit, les regards, ça c'est des trucs qui s'apprennent vraiment. Bien sûr. L'écriture aussi, donc pendant 3-4 ans, j'ai écrit et j'ai joué des petites choses, et jusqu'à faire mon propre spectacle, et j'étais encore avocate, et c'est juste cette année que je me suis pris une forme d'année sabbatique, peut-être éternellement sabbatique, je ne sais pas, mais là je prends plus de dossiers, m'envoyez plus, puis vos divorces, vos machins, de toute façon je m'en suis jamais occupée, puisque moi c'est la propriété intellectuelle. Puis maintenant qu'avec l'intelligence artificielle, de toute manière... Grand débat. Alors j'ai failli m'enflammer là. Ouais, mais pas du tout, il y aura encore besoin de nous. Non, faites ce que vous voulez. Il y a un spectacle là-dessus, on
a reçu un spectacle Tous chômeurs, on va pas en parler plus parce que Tous c'est pas le propos de ce podcast. C'est un idéal, ouais. Mais avec un point d'interrogation très important où justement il parle de comment l'intelligence artificielle fait évoluer beaucoup de nos métiers et comment en fait l'humain ne peut pas, en tout cas juste pour l'instant, être complètement remplacé. On aura besoin de lui, mais d'une autre manière. Ouais, mais on a besoin d'intelligence artificielle, mais pas complètement remplacée. Moi, j'ai essayé de faire des blagues une fois, allez, j'avoue, je fais des chroniques radio, j'étais vraiment à la bourre. Je me suis dit, est-ce que ChatGPT m'aiderait pas un peu ? Ça m'a plombé ma nuit, parce que j'ai voulu rectifier, refaire chaque blague, parce qu'aucune blague n'était drôle, mais aucune. Ouais. Et refaire, c'est comme refaire des contrats. Voilà, quand les avocats, parfois, on dit, pour que vous preniez un peu moins de temps, que ce soit un peu moins cher, j'ai commencé à faire un contrat. Puis en fait, il faudrait mieux partir d'une page blanche. Mais en fait, pour mieux partir d'une page blanche, parce que pour pas les vexer, on dit alors cette phrase-là, je vais juste la changer un peu, mais quel enfer. Alors que voilà, nous, ça coule de source. Non, mais continuez si vous voulez à faire vos contrats. Je sais pas pourquoi je m'investis autant sur ce sujet. Démerdez-vous, les avocats. Voilà, démerdez-vous. Mais alors, comment t'es passée de avocate à c'est ça que je veux faire, c'est de la scène, c'est du one-man show, c'est de l'humour. C'est quand même un gap. Écoute, ouais, très très bonne question. Alors au départ, c'était plus un divertissement, une échappatoire, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin oublier la mort finalement. Et puis, les grands mots, j'adore ça. Et puis, en fait, ça rigolait pas mal en face. Et nous, on fait un peu ça pour ça. Tu vois, déjà l'apéro, déjà petite, je prenais pas l'apéro petite, mais enfin, bref. Tu faisais l'animatrice ? Ouais. Et écoute, même encore il y a une semaine, j'ai fait la fête de l'école des enfants, on m'a mis le micro, j'étais sur l'estrade. Bon, qu'est-ce que j'avais à y gagner ? Rien, du bonheur en fait, c'était tellement drôle. C'était des blagues tout le temps, les gens étaient contents, les gens venaient, les gens viennent me parler à la fin, enfin ça crée des liens. Et j'adore le milieu du théâtre et le lien que ça génère avec les gens. Et pourquoi l'humour ? Parce que j'ai un petit peu ça en moi, voilà, depuis petite. Mais je ne dis pas que je ne ferai pas du Racine, quelque chose d'un petit peu tragique plus tard. C'est pas prévu dans les 5-10 ans qui viennent, mais bon. Je sais pas, mais faire rire, c'est ce que j'aime. Ouais, c'est ce que j'aime. C'est ce que t'aimes le plus. Et ce que j'aime pas, c'est faire des bides. Ça, c'est vrai que la peur du bide, je l'ai au ventre. Ça m'arrive très peu. Parce que je ne laisse pas l'espace au bide, tu vois, je rebondis. Mais t'as rigolé tout soi-même. Mais non, je peux rire moi-même, exactement. J'ai un entourage très gentil, je les remercie. Tiens, c'est peut-être l'occasion de les remercier tous, de rire autant à mes blagues. Mais quand on fait rire, c'est vrai qu'on a peur de pas faire rire ou même de blesser. Moi, j'ai peur de blesser. Ouais. Il y en a parce que pour un bon mot, parfois, on va parfois un petit peu loin. Et je suis pas du tout dans la subversion ou dans l'humiliation, c'est pas du tout mon truc. Donc ça, c'est l'écueil. Vraiment la dérision. Parfois l'absurde, l'autodérision, vraiment pas mal. Pas l'humiliation ou la moquerie. Et si on se moquait un peu. C'est le credo de certains, et on voit que parfois c'est à la mode. Ça match, mais c'est vrai qu'après la susceptibilité de chacun est différente. Il y a des niveaux différents, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a plein de types d'humour avec des personnes qu'on aime ou plus ou moins. Exactement, mais moi j'aime bien. En fait, j'aime bien chez les autres, mais moi j'ai tellement peur de blesser que je le fais pas. Mais ça me fait beaucoup rire quand les autres le font. Donc je suis très fan de l'humour très caustique, voire un peu noir, voire moqueur. Mais je me lance pas là-dedans, c'est tout. Mais voilà, on peut tous coexister, il y a de la place. Après, moi, je trouve qu'il faut pas se vexer. Vraiment, une blague reste une blague, il faut jamais se vexer. Et je trouve d'ailleurs, allez, c'est pas que pour les blagues, c'est pour la vie en général. On fait des grandes leçons sur la vie. Je trouve que se vexer, c'est un moyen de passer aussi d'autres messages qui parfois sont plus profonds. Alors, t'as raison, non, mais exactement. On n'a pas envie d'être juste artificiel. Clown, ouais, on a tous envie, on croit qu'on va faire passer des messages. Mais si déjà on fait rire, on divertit les gens, c'est déjà chouette. Mais oui, on a tous un petit peu des trucs qu'on a envie de dire. Mais tu vois, même ce que je disais, c'est que se vexer, même dans la vie, on s'est tous déjà vexés, on n'a pas été invité à un dîner, ou alors que... Mais si on réfléchit 2 secondes, ça ne sert mais à rien, parce qu'on se fait du mal, enfin, c'est la double peine. Et puis la fois d'après, on nous proposera un truc pour pas nous vexer. Donc il n'y a plus de vérité, même dans l'amitié. Donc en fait, se vexer, ça marche jamais. Enfin, c'est pas quelque chose qui permet d'évoluer dans la vie, mais on fait pas exprès. Parfois, on prend mal un truc. C'est ouais, comme les accords ouais. Toltec, on dit ne rien prendre pour soi. Et souvent, le fait qu'on se vexe, ça vient un peu de là. C'est qu'on prend les choses pour soi, mais parce qu'on les voit par notre propre prisme. Ouais, exactement. On oublie que les choses vues d'un autre œil sont différentes. Non seulement on les voit par notre propre prisme, mais l'autre
l'a dit avec son propre prisme aussi. C'est très compliqué, propre prisme, on va dire biais. On fait des exercices de diction. Oui, les chaussettes de l'archiduchesse. Comme tu es très speed, on essaie de faire du 2 en 1. Voilà, on profite de ce podcast du coup pour s'entraîner aussi un peu entre tes spectacles. T'as raison, ce qui est bien, c'est que tu m'as dit c'est cool, hein, vraiment cool. Et là, je suis au max de la coolitude. Donc, imagine quand je suis speed. Ça doit être quelque chose. Ah ouais, c'est bien. Bah, les gens, il faut qu'ils s'éloignent un petit peu, tu vois, qu'ils prennent, voilà, on prend un petit verre, une petite camomille, et puis tout va bien. Mais c'est bien, on a besoin d'énergie, on a besoin de ça, et j'imagine que ça fait aussi partie de ce que les gens aiment recevoir de ta part. Et bien je leur souhaite, parce que c'est ça qu'ils auront. Alors justement, à qui s'adresse ce spectacle que tu proposes ? Alors exclusivement aux personnes âgées. Non, c'est pas vrai. Mais surtout celles qui ont beaucoup d'argent et qui viennent avec beaucoup de monde. Alors exactement, les personnes fortunées, ça leur plaît beaucoup. Les snobs, les cyniques. Et non, tous, je dirais ceux à qui ça va pas convenir, c'est les petits-enfants, parce que j'ai parfois des doubles sens. Écoute, ça m'arrive même de faire une contrepétrie de temps en temps. Avant, j'en avais plus. Alors là, tac, 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 faut réfléchir un peu vite. Non, je le fais plus trop parce que ça va trop vite justement. Mais non, mais les petits, c'est pas hyper adapté parce que c'est pas des thèmes qui leur parlent. Oui. À un moment, si je parle de Lynn Renault, ça va pas leur parler. Tu vois, même juste de pas avoir la référence, quoi. Voilà, ils ont pas la référence et c'est plutôt un manque de référence. Mais après, bon, au pire, ils joueront à côté et ils m'écouteront pas, donc ça n'a pas d'intérêt finalement. Mais tous les autres, mais toutes catégories confondues, mais venez à moi. Donc c'est un spectacle d'humour, c'est un spectacle pour l'oreille de tous, mis à part les plus petits, hein, s'ils n'ont pas les références, et il faut Exactement. un minimum de compréhension pour comment dire, recevoir correctement ce spectacle. Mais finalement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce spectacle ? Alors tu l'as évoqué un petit peu au début de ce podcast, mais est-ce qu'on tourne autour d'une même thématique ? Ou est-ce que ça part dans tous les Alors sens ? en fait, c'est plus le personnage qui est le même, enfin qui est le fil conducteur. Donc c'est ma personnalité un petit peu déjantée, un petit peu speed, énergique et rigolote. Ça, c'est le fil conducteur. Et j'ai une petite astuce de mise en scène, mais je sais pas s'il faut que je le dise parce que c'est un peu la surprise, donc qui fait une forme de fil rouge. C'est à toi de définir ouais, si ça spoil donc en fait, ou pas. Ouais, ok. Ouais, ça spoil un peu. Et en plus, j'ai peut-être le changer. J'en sais rien, tu vois, parfois, j'évolue. Mais en tout cas, moi, je suis... Allez, on va peut-être me traiter un peu de bourge, tu vois, un petit côté inspiré de Valérie Lemercier, enfin, toute proportion gardée, parce que je l'adore, mais de temps en temps on me le dit, tu veux venir, un petit côté Valérie Lemercier, comme ça. Donc ça, c'est ce personnage fait le liant du spectacle, mais ensuite j'aborde plein de sujets. Donc là, je te donnais l'exemple tout bête du ski, mais je parle de la mort à un moment, de façon très très décalée. Je parle de tout petit peu du métier d'avocat de façon très très décalée. Je parle de la crise de la quarantaine. Je parle un peu de mes enfants. Alors c'est pas un spectacle où je parle de ma famille, mais je vais avoir 5 minutes sur mes enfants. Mon mari, on va rigoler un peu avec ça, avec lui, enfin contre lui. Enfin attends, je sais plus. J'avais dit que j'aimais pas me moquer. Si, lui, s'en prend plein la gueule. Mais pas trop longtemps, tu vois, c'est des tableaux un peu. Le tableau, c'est une femme quarantenaire un peu déjantée qui va raconter son métier, son envie de reconversion, ses questions existentielles et un bon finish sur la mort parce que quand même, ça fait partie de la vie. Et donc, c'est quand même un peu vaste. Mais il y a presque 80% des spectacles et des compagnies qu'on a reçus jusqu'à présent ont toujours une thématique ou quelque chose de fort avec la mort dans leur spectacle. Ouais, on est des torturés. Alors je pense que ça a toujours été un peu le cas au théâtre. Forcément, le théâtre, c'est l'art qui se met quand même au service de la réflexion qu'on a sur la vie. Donc la mort étant quand même quelque chose un peu, comment dire, dont on ne peut pas... Mais on ne peut pas échapper. On peut pas y échapper. Et en plus, c'est non pas que ce soit fédérateur, mais c'est notre condition de mortel. S'il y a quelque chose qui nous rassemble tous, c'est bien ça. Hein. La naissance, la mort, entre les deux, il y a quelques différences. Mais... Tout à fait. Et donc, tu voulais dire, pardon, et je t'ai donc, coupé. Cette année, particulièrement, je trouve que c'est quelque chose qui ressort énormément. Ça, et puis, bien sûr, le vivre ensemble, le fait d'accepter l'autre, on est en plein dedans. Hein, donc, forcément, ça doit être... Mais le théâtre reflète quand même souvent une ambiance de société. Enfin, pas directement, surtout que les pièces, elles vivent plusieurs années. Mais c'est pas du tout étonnant ce que tu dis. Et puis, de toute façon... tout ce qu'on fait, alors tous dans l'existence, mais peut-être plus encore dans l'art, c'est qu'on essaye d'échapper à notre ennui, à notre condition de mortel. C'est du divertissement. Enfin, ça, c'est très pascalien. Hein.
Pas Jean Pascalien, Non, bien sûr. Le fait que le divertissement est une diversion et qui juste pour échapper à notre réflexion même. Alors ça, c'est peut-être discutable parce que peut-être qu'on peut faire cette réflexion dans le cadre du divertissement. C'est exactement un peu ce que tu disais, le fait qu'on en parle tous. Mais on se divertit de ce seul et unique problème qui est notre condition de mortel. Bien Et sûr. chaque jour, chaque seconde, on l'oublie un peu. Et heureusement, tous les petits soucis de la vie sont faits pour ça, le divertissement est fait pour ça. Mais c'est quand même ça notre gros problème dans la Ouais, vie. Tout à fait. Enfin, Voilà. notre problème. Après, tout dépend encore une fois du prisme avec lequel on veut Non, mais on voir va la pas y chose. penser chaque jour, mais je veux dire, quand même, on a tous cette même question. Enfin, Oui. Problème au sens de problématique, après, on peut le vivre très très bien, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu viens à Avignon avec ce spectacle? Non, je suis venue l'an dernier à Avignon avec ce spectacle. Écoute, j'ai une un très bon souvenir. C'était une bonne expérience à Avignon. Et voilà pourquoi j'ai voulu réitérer. Mais justement, tu vois, je me dis, je vais peut-être pas faire pile la même chose s'il y en a qui reviennent me voir. Et d'ailleurs, j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit je reviens. Donc ne serait-ce que pour eux, j'ai voulu vraiment changer des choses. Donc je suis un peu fébrile parce que il y a beaucoup de nouveautés. Et de temps en temps, voilà, je me demande. C'est un test du coup. Est-ce que c'est ça je teste des trucs. Alors j'ai un socle, mais je teste des choses et même certains jours, je me dis est-ce que vraiment je vais me lancer dans tant de nouveautés. J'en ai vraiment inséré pas mal. Donc il va être un petit peu à géométrie variable. J'ai mes thèmes, tout ce dont je viens de te parler. C'est des choses qui sont écrites et évidemment je vais le faire, mais je vais rajouter des choses. Je vais voir comment le public le ressent parce que je vais commencer jeudi 11. Donc jeudi, ça va être du test. Donc s'il y en a qui veulent me voir démarrer des blagues, peut-être me débriefer à la fin, ça tu gardes Donc pas. on un invite petit en peu. fait le bon public. Ceux Le 11, ceux c'est qui le bon sont les public. meilleurs publics, ils viennent le 11. Ouais. Voilà, comme ça donne confiance. Et puis les plus critiques, les plus difficiles, ils viennent un peu plus tard. Et oui, parce que dès le 11 au soir, j'aurais pris ma feuille. On bosse, ils se rendent pas compte, les gens. Ils croient qu'on est des gros glandus. Mais en fait, on est là tout le temps avec nos textes. On change un mot, deux mots, une phrase, un paragraphe. Bon, parfois tout. Ça, c'est très risqué. Je ne me le recommande pas, même si ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais on change, on bosse, on écoute les retours et on écoute le public. Où est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il a Paris. Puis parfois, quand il a Paris, peut-être que c'est parce qu'il écoutait bien. Peut-être que c'est parce qu'il était concentré, attentif. Donc on absorbe tout ça. C'est jamais génial. Prendre pour soi. Non, ne jamais prendre pour soi, mais prendre avec du recul. Bien sûr. Mais il faut s'écouter parce que, écouter les autres. Parce que si on n'écoute que soi, on trace sa route et puis en fait, on peut se mettre c'est compliqué. son hologramme dans le public aussi. Tant qu'à faire, on fait son truc tout seul. Non, il faut écouter. Et justement, en parlant d'écouter, alors moi je donne la parole au travers de mon émission qui a lieu tous les soirs de 18h à 19h en direct aux personnes dans la rue et notamment aux spectateurs en sortie de spectacle. Ouais. Je fais du micro-trottoir J'adore. et du coup je leur pose des questions à savoir, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de ton spectacle? Waouh, elle est super cette question. J'ai pas réfléchi. J'ai envie qu'ils sortent déjà avec vraiment le sourire, tu sais ce que j'aimerais dire. J'aimerais qu'ils aient envie de serrer dans leurs bras leur famille, de trouver que la vie est belle et tout. Mais je crois c'est un idéal trop grand. Je sais pas si c'est ça que j'inspire, mais c'est parce que c'est vraiment futile juste de passer une bonne soirée. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, mon ambition, elle est déjà là. Oui, carrément. Mais en fait, ce que j'aimerais, j'y ai pas réfléchi, donc j'ai un peu meublé là pendant 15 secondes, le temps de réfléchir. C'est le principe de l'émission, c'est qu'on soit en fait dans la spontanéité. Mais ça y est, je te donne un peu de temps encore. Ouais, c'est génial, parce que ça y est, je suis en train d'y réfléchir. Moi, j'aimerais un peu qu'on passe au-dessus des apparences. C'est pas du tout un message que je donne comme ça dans mon spectacle, que j'explique. Ça fait pas partie de mon pitch, de rien. Bien sûr. Mais j'aimerais surtout avoir fait rire des personnes très différentes. Tu vois, c'est parce que je suis un peu bourge, je suis un peu de temps en temps, je peux avoir une ou deux références intello, enfin pas trop quand même. Parfois, c'est plus Safida Turner que Simone de Beauvoir, mais enfin quand même. Tu vois, j'ai voulu caser, j'ai mis une petite truc de Voltaire, j'ai une petite aspire, voilà, mais pas trop. Non, très peu, mais quand même, j'ai pas envie qu'on dise il est stupide ce spectacle, donc j'ai envie. J'ai fait attention à mon écriture, j'ai essayé de choisir à chaque fois le mot ou l'expression parfaitement adéquate, j'ai vraiment essayé de ciseler mon texte, mais pour autant j'ai envie qu'il soit ultra accessible et c'est justement ça qui fait énormément réfléchir, c'est comment
exprimer ma pensée, mais d'une façon qui reste accessible immédiatement, parce que c'est rapide, c'est de l'instantané. Et j'aimerais, en fait, que tout le monde ait pu rire de tout ce que j'abordais, même si parfois, je sais pas, quand je parle des avocats ou à un moment je parle de la paroisse ou je rigole un peu avec l'aspect le catholique, enfin avec les catholiques, parce que dans ma famille, voilà, on est plutôt catholique, donc je parle de ce que je connais en premier lieu, et j'aimerais bien que ça fasse rigoler tout le monde, même les gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une église. C'est ce que j'essaye de faire. C'est un peu jouer avec les stéréotypes finalement. Alors un peu avec les stéréotypes, exactement. On s'en amuse. Je cherche pas à faire plus que ça de la philosophie. Et ben un petit peu, mais je m'inclus totalement dedans, même en premier lieu dedans. Mais j'aimerais que quelqu'un qui ne connaît peut-être rien au monde que je suis en train un petit peu de caricaturer, que ça le fasse rire et qu'il ait l'impression de savoir exactement de quoi je parle. Moi, j'ai envie qu'on comprenne exactement de quoi je parle, même si c'est pas là-dedans qu'on évolue. Tu vois, c'est ce côté fédérateur, mais pas exprimé très clairement. Et d'ailleurs, c'était si peu clair que quand je vais réécouter, je vais me demander si je me suis comprise. Non, moi j'ai trouvé ça. T'as compris ? J'ai trouvé ça très clair et je pense que nos auditeurs sauront tout à fait le comprendre et l'entendre. Mais c'est parce que tu réfléchis en même temps que tu parles. Ah là, complètement. Ça doit être pour ça que tu t'y perds. Mais moi, j'ai trouvé que j'étais très claire. C'était très clair. Alors, cool. La compagnie ta compagnie, s'appelle Hacienda Reza. Ouais. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est une compagnie qui promeut 2 spectacles qui sont à Avignon. Le second, c'est une très bonne occasion parce qu'il a un super spectacle. Thibaut Buat, qui a un spectacle qui s'appelle Eldorado, donc qui est très différent du mien parce qu'il n'aborde pas les mêmes thèmes et c'est pas le même personnage. C'est un explorateur, amateur. Il a beaucoup voyagé et c'est un petit peu une épopée sur tous les continents et toutes les galères qu'il a rencontrées, donc ça c'est très drôle. Et donc ce sont les 2 spectacles, moi et Eldorado, que cette compagnie promeut et fait vivre, accompagne. Donc je le remercie, je suis ravie d'être dans cette compagnie très sympathique. Mais une fois qu'on a parlé des 2 spectacles, on a un petit peu décrit et il joue à la Marelle des Teinturiers aussi d'ailleurs. Voilà, D'accord. Ce que j'avais noté, c'est que c'était aussi une compagnie qui accompagne de manière générale les artistes émergents de la scène humoristique française. Oh bah ça veut dire qu'on n'est pas encore sur France 2, si tu veux, tous les samedis, quoi. Moi, je trouve que ça veut surtout dire que dès le départ, ils croient. Mais bien sûr. Aux artistes, et puis qu'ils les accompagnent de A à Z, en fait. C'est surtout ça. Donc, sur le chemin, tu peux très bien être très avancé. Et pour autant, c'est une compagnie qui est là dès le départ, qui accompagne, et en plus de ça, qui propose des créations originales. Exactement. De One et de Woman Show. Ah bah je te remercie voilà. Et ben tu fais très bien de le souligner. Ouais, c'est exactement ça. Bah voilà. Bravo. Merci. Non, mais il faut le dire parce qu'on est plein. On parle du théâtre, là, il y a 1600 quelque chose, même spectacles. 1693. Tu te rends compte, c'est 200 de plus que l'an dernier. C'est énorme. Bon, c'est énorme. Donc 1693 spectacles. On se doute bien que tous ces spectacles, ils ont besoin d'être portés. Enfin, c'est un boulot pas possible. Évidemment que t'as pas 3 compagnies de superstars qui les portent. C'est des petites compagnies à chaque fois. C'est ça qui fait que c'est vivant. Un budget énorme. Mais me demande même pas combien, j'en sais rien. Un investissement qui est incroyable pour faire Avignon. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment, il y a des compagnies qui s'endettent pendant des années après. C'est cher, mais pas. Écoute, c'est tout bête, c'est la vie, mais c'est rien que de se loger pendant le temps du festival. C'est hors de prix parce que quand il y a 1680 et quelques spectacles, il y a aussi un grand nombre de spectateurs. Avignon est une ville moyenne, enfin pas très grande. Forcément, c'est un peu la guerre pour le logement. Les prix explosent, on va pas se mentir, les gens se gênent pas trop pour faire exploser les prix. On pense aux Parisiens pour les JO. Oui, bah voilà, et c'est du même acabit. Et c'est, je sais pas, ça doit être, je sais pas combien de fois, peut-être 10 fois les prix de si on venait un week-end au mois de mars. Donc c'est des budgets considérables parce que les places, elles sont pas à 70 balles, c'est des places à 15 €, enfin c'est variable. Et c'est des petits théâtres, ça peut être 30 places, 50 places. C'est vraiment ça le spectacle vivant, c'est la simplicité, des petites salles, des artistes qui avec des bouts de ficelle se logent. Donc rien que ça comme poste. Et puis après, il y a des frais, les frais de réservation de salle, les frais de promotion. Tout est énorme et démultiplié. Tout est énorme, mais bon, c'est comme ça. Avignon, c'est vraiment le concentré des passionnés de l'art. Ah ouais, parce qu'on y va même si... exactement, c'est-à-dire que les gens peuvent faire des efforts, faire des heures sup, s'endetter pour venir pour faire ce festival d'Avignon qui est à chaque fois une expérience mémorable. C'est des moments uniques pour nous, même entre nous. Enfin, on se voit, on se croise entre artistes. C'est le mélange des artistes et des spectateurs. Et c'est quand même assez unique. Donc voilà, on se saigne, mais on vient.
Tout à fait. Et maintenant que tu es là, est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour donner envie à nos auditeurs de venir voir ton spectacle ? C'est vrai que ce serait bien que j'ai préparé un truc pareil. Ça aurait été finaux, tu vois. Voilà, si j'avais réfléchi. Non, mais j'ai pas le temps, je cours partout. Oui, ce que je dirais, c'est que c'est un spectacle assez distingué, sans vulgarité, ce qui est très rare sur le marché. Après, il y a des accidents. Voilà, la vie, c'est pas quelque chose qu'on contrôle totalement. On la contrôle pas du tout, même souvent. Et voire pas du tout. Eh ben, écoutez, venez me voir, vous verrez que c'est à demi sous contrôle et que parfois ça part en vrille. Je peux pas vous dire exactement quand, car moi-même je ne le sais pas. On va vivre tout ça ensemble, dans la joie, la bonne humeur. Et il faut venir. Je sais pas si j'ai trouvé la phrase. Je viens d'en faire 4. Vous prenez celle que vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est Coralie, femme pétillante, débordante d'énergie, dans le partage à tout va. Et donc, pour rappel, son spectacle, donc Savoir-vivre, se joue au théâtre Marelle des Teinturiers tous les jours à 19h10 jusqu'au 21 juillet, sauf le 15 juillet. Et à partir du 11 juillet. À partir du 11, c'est important. Eh ouais, je t'ai mis beaucoup de contraintes là, dans cette dernière phrase. On le redit, donc, au théâtre Marelle des Teinturiers, tous les jours à partir du 11 jusqu'au 21, et ce à 19h10, sauf le 15. Waouh! Bravo! Génial! Venez à moi! Allez, foncez prendre votre ticket. Et puis on se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À très bientôt. Merci Coralie. Merci.